Un dîner ultra privé à la Maison-Blanche. Entrée interdite au grand public, autour de la table, les 220 plus gros détenteurs d'un meme coin, et à la tête de tout ce beau monde, le seul et l'unique, Donald Trump. Le ticket d'entrée, 1 400 000 $. Et au menu, influence politique, token personnalisé et la chute d'une loi clé pour les stablecoins aux États-Unis. Quelques heures après ce dîner, une annonce surprise, Trump déclenche des sanctions douanières contre l'Europe. Le BTC venait de passer son ATH, tout était beaucoup trop cool. Vous vous doutez de ce qu'il s'est passé ensuite, le marché panique. Le Bitcoin chute, c'est à croire qu'avec Trump, on n'aura jamais de hausse tranquille. Mais ce n'est pas tout. En coulisses, la première grande loi sur les stablecoins dont je vous parlais récemment, le Genius Act, échoue au Sénat à une seule voix près. Ce n'est plus juste un pump ou un dump. Ce qu'on vit, c'est le brouillage total des lignes entre pouvoir politique, intérêts financiers et cryptoactifs. Alors, est-ce la fin d'un narratif réglementaire ou l'ouverture d'une nouvelle phase d'accumulation pour ceux qui savent lire entre les lignes? Comme d'hab, ce n'est pas un conseil en investissement. Mais il fallait qu'on fasse le point sur l'impact que ça va avoir et où on va après tout ça. Ah oui, je fais cette vidéo un peu en urgence car certains m'ont demandé pourquoi on avait eu un crash ce matin. Donc pas de montage, on est en mode podcast. Let's go. Hier, jour du Bitcoin Pizza Day, une réunion se tient à huis clos dans les salons de la Maison Blanche. D'ailleurs, dites-moi ce que vous avez fait pour le Pizza Day. Moi, j'ai mangé une bonne 4 fromages. Bref, à la réunion, pas de chef d'État, pas de diplomate. Mais une liste bien plus insolite, les 220 plus gros porteurs du Trump Coin, son meme coin lancé quelques mois plus tôt et qui avait lessivé pas mal de monde. Le président Trump, en personne, les reçoit. L'événement est officiel. L'accès est filtré. Aucun citoyen issu d'un pays sur liste KYC n'est accepté. Et le prix du ticket pour dîner avec le chef de l'exécutif américain, jusqu'à 1 400 000 $ par personne. Ce n'est pas un gala de bienfaisance. C'est une opération d'influence crypto, assumée, monétisée et revendiquée. Mais ce que personne n'avait prévu, c'est l'effet domino que ce dîner allait provoquer. Quelques heures plus tard, plusieurs sénateurs démocrates annoncent qu'ils retirent leur soutien à la Genius Act, la première grande loi bipartisane sur les stablecoins aux États-Unis. Motif invoqué, conflit d'intérêts majeur. Selon eux, le président Trump utilise sa position pour valoriser ses propres tokens, influencer le cours d'un actif qu'il détient et manipuler la politique monétaire en faveur de projets où sa famille est personnellement impliquée. Et les chiffres donnent du poids à ces accusations. Selon un rapport publié quelques jours avant l'événement, 40% de la fortune personnelle de Trump serait désormais exposée au secteur crypto, y compris via World Liberty Financial, une plateforme DeFi fondée avec ses fils et financée par Justin Sun. Résultat immédiat, la Genius Act échoue au Sénat. Par une seule voix, 49 contre 48. Une loi qui devait enfin créer un cadre clair pour les stablecoins. Une loi attendue par les marchés et qui allait vraiment avoir un impact positif de dingue. Et qui, en une nuit, vole en éclats à cause d'un dîner trop voyant. Ce qu'on croyait être un simple événement mondain est en réalité devenu un point de bascule législatif. Et pour le marché crypto, ce n'est pas neutre, car cette loi aurait permis à des projets de stablecoin de croître légalement aux États-Unis. Elle aurait clarifié le statut de token adossé au dollar. Elle aurait protégé les investisseurs, fluidifié les échanges et ouvert la porte à de nouveaux entrants institutionnels. Et aujourd'hui, tout est gelé à cause d'un président qui joue avec les règles du jeu, tout en jouant dans la partie. J'ai vraiment aucune affinité politique aux USA, mais je trouve ça dommage pour le marché crypto, même si Trump a fait du bien, parfois il nous lessive un peu la planche. Mais ne vous inquiétez pas, on a de bonnes news. Le Bitcoin, lui, il encaisse le choc. Il est passé de 111 000 $ à un plus bas intraday proche de 107 000. Les altcoins décrochent, c'est vrai, car les plateformes enregistrent des liquidations en chaîne. Certains crient au retournement de cycle. Mais techniquement, ce n'est pas le cas. Ce qu'on voit sur les graphiques, c'est un pullback, pas un effondrement. Regardez bien les chiffres. Les funding rates restent modérés, bien en dessous des niveaux critiques de février. Le ratio long-short montre encore une majorité de positions haussières prudentes. Et surtout, les prises de bénéfices par les holders long terme restent anecdotiques. En clair, les mains fortes ne vendent pas. Les wallets de plus de 10 bitcoins restent stables. Et même les baleines continuent d'accumuler sur les replis. Autre point clé, la zone des 109 340 et 1 dollar, qui correspond au précédent ATH, est en train d'être retestée proprement. Tant qu'on reste au-dessus de ce niveau à la clôture journalière, le signal reste positif. C'est une consolidation, pas une capitulation. Et dans un marché aussi narratif que le nôtre, c'est souvent dans ces moments de confusion que se créent les meilleures fenêtres d'entrée. Mais la vraie question n'est pas jusqu'où ça peut descendre. La vraie question, c'est qui achète pendant que certains doutent? La réponse est toujours la même. Ce sont les acteurs silencieux, ceux qui profitent du bruit pour accumuler dans l'ombre. Premier signal, MicroStrategy. Michael Saylor vient d'annoncer son intention de lever 2,1 milliards de dollars via une émission de dette convertible.
Objectif affiché, acheter plus de Bitcoin. Et ce, alors même que l'entreprise détient déjà près de 600 000 BTC, soit plus de 3% de l'offre totale. Deuxième signal, Blockchain Group, un acteur français, vient de finaliser l'achat de 227 BTC pour une valeur de 21 millions d'euros. C'est modeste comparé aux géants américains. Mais symboliquement, c'est fort, car cela montre que même en Europe, malgré la frilosité réglementaire, la stratégie d'accumulation continue. Troisième signal, les banques elles-mêmes entrent dans le jeu. BNP Paribas a lancé ses premières parts de fonds tokenisés. Kraken travaille avec une blockchain privée pour gérer des fonds monétaires au Luxembourg. Et aux États-Unis, des géants comme Bank of America, Citigroup ou Wells Fargo planchent sur un stablecoin interbancaire destiné aux paiements transfrontaliers. Le message est clair, la volatilité court terme n'effraie plus les institutionnels. Ils ont compris que le marché crypto n'est plus un casino, mais un terrain d'infrastructure financière en pleine construction. Et comme dans tout chantier, ceux qui posent les briques aujourd'hui sont souvent ceux qui récoltent les loyers demain. Bon, on va pas parler que de choses négatives. J'aimerais égaler vous expliquer ma méthode pour repérer les futures pépites avant tout le monde. Pendant que le marché absorbe les secousses politiques, les meilleurs investisseurs ne regardent pas les bougies. Ils regardent sous le capot. Ils scrutent les données, l'activité des développeurs, l'attraction communautaire. Et ils savent que c'est dans le calme, après la panique, que naissent les vrais leaders du cycle suivant. Alors comment repérer un futur Solana, un Chainlink ou même un PP avant que la foule n'arrive? Tout commence par les données on-chain. Un projet qui voit son nombre de portefeuilles actifs, ses volumes de transactions ou sa liquidité grimper semaine après semaine sans campagne marketing tapageuse, c'est souvent le signe qu'il se passe quelque chose de réel. Des outils comme Dune Analytics, Defilama ou Nansen permettent de visualiser ces signaux. Je vous les mettrai en description pour vous aider. Pas besoin d'être développeur, juste curieux et rigoureux. Deuxième pilier, le code. Un bon projet, c'est un projet qui ship. Un GitHub actif, des commits réguliers, un roadmap qui avance. Pas de promesses floues ou d'influenceurs anonymes. Du produit, du concret. Pas de mise à jour depuis 3 mois, fuyez. Troisième levier, la communauté. Une vraie communauté ne parle pas que du prix. Elle teste, elle critique, elle co-construit. Sur Discord, Telegram, Reddit, ce sont souvent les premiers utilisateurs qui donnent les vrais signaux. Si les messages ressemblent à des copier-coller d'influenceurs ou à des pump groups, c'est probablement du bruit. Mais si vous sentez de l'engagement organique, des réponses claires de l'équipe, des discussions produits, alors vous êtes peut-être en avance. Enfin, lisez les tokenomics comme un enquêteur. Qui possède quoi? Quand vont sortir les jetons bloqués? Y a-t-il des incitations intelligentes, comme du burn ou du stacking, ou juste une bombe à retardement vestée entre insiders? Plus un projet est distribué, transparent, utile, plus il a de chances de survivre au bruit. Et c'est justement maintenant, dans un marché secoué, mais encore structurellement sain, que ces signaux commencent à émerger. Alors posez-vous cette question simple. Suis-je en train de suivre la foule ou de lire le marché? Pour finir, je vous donne mon avis. Ce qu'on vient de vivre, ce n'est pas une fin de cycle. C'est une secousse, un épisode politique bruyant, un test de plus. Mais la structure de marché reste solide, l'accumulation continue. Et malgré le théâtre présidentiel, le narratif long terme n'a pas changé. On avance vers une tokenisation massive. Les institutions s'installent. Et chaque repli est une chance donnée aux plus lucides de se renforcer avant la prochaine impulsion. À mon avis, ce dîner, ce dump, ce blocage législatif, tout ça, ce n'est qu'un petit dodan sur notre route vers les sommets, ce n'est pas un conseil en investissement. Mais une chose est sûre, les opportunités ne préviennent pas. Elles se présentent au cœur du bruit. Prenez soin de vous, excellents investissements à tous. C'était Mansour, peace.